On se retrouve pour le lundi des rencontres de la régénération. Dernière journée. Ça a été tellement intense qu'on s'en est même pas rendu compte, ça a filé à une vitesse incroyable. Cette dernière journée, pour moi, c'était une forme d'apothéose. Non pas que je mette une gradation entre les différents intervenants, mais le programme de la journée, moi, il m'a vraiment tenu en haleine. Il a commencé le lundi avec la projection d'un film. Pour Jean-Pierre Lepris, on avait prévu 2 créneaux de 2 heures. Le premier créneau de 2 heures était consacré à un film que je vous recommande, que vous pouvez trouver en libre accès sur Internet, et qui serait un préalable excellent à la conférence que vous allez voir juste après, qui s'appelle Schooling the World. Je vous mets le titre en dessous. Schooling the World, ça veut dire écolifier le monde, quoi, quelque part. C'est la conquête du monde par le système éducatif. Et ça montre exactement comment le système éducatif tel qu'il est pensé actuellement n'est pas un système éducatif au sens noble du terme, c'est un système pour asseoir une certaine forme d'idéologie et de développement à l'échelle du monde entier. Et ça, c'était un tremplin formidable pour introduire le propos de la personne qui présentait ce film, c'était Jean-Pierre Lepris. Jean-Pierre, on s'est rencontrés il y a quelques années. Jean-Pierre, il fait partie des personnes que j'aime et que j'admire énormément. C'est pas quelqu'un qui vous met à l'aise, particulièrement, Jean-Pierre. Il a une façon de poser des questions qui vous renvoie en miroir à vos propres lacunes, à vos propres manques et à vos propres imprécisions. Il a l'art de répondre à des questions par des questions, en demandant toujours des précisions et en nous montrant à quel point parfois nous sommes imprécis et peu rigoureux dans les questions que nous posons ou que nous avons déjà les réponses. Sa démarche, moi je l'apprécie parce que elle nous met souvent dans une position inconfortable, mais elle est toujours munie d'une bienveillance extraordinaire. Le sourire de Jean-Pierre, c'est quelque chose d'assez hallucinant, inconfortable, mais hallucinant. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à l'éducation nationale et qui à un moment s'est posé la question de pourquoi éduquer ? Pourquoi et comment éduquer ? Et vous allez voir que ces conclusions sont assez radicales. C'est un chemin d'interrogation pour chacun d'entre nous qui sommes parents, qui allons le devenir, qui sommes éducateurs ou qui allons le devenir. Et ce chemin est radical et sans compromis, d'une certaine manière. Et c'est ce que j'aime en lui. Durant ces rencontres, j'ai choisi de célébrer des personnes aussi qui avaient un engagement réel, qui avaient un courage. Jean-Pierre a un vrai courage de poser des questions et de ne pas accepter comme tels des systèmes qui nous sont proposés, qui nous sont présentés comme inéluctables. Alors, je vous invite dans cette conférence extraordinaire. Je tiens à préciser aussi que si vous appréciez la personne, la façon d'avancer de Jean-Pierre et les questions qu'il pose. Sous la vidéo, vous allez voir dans la description, il propose un stage fin août et il m'a dit qu'il restait encore quelques places. Donc je me suis permis de lui faire un petit peu de pub délibérément parce que c'est vraiment un moment qui va bien au-delà de la question éducative. Jean-Pierre, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire vous confronter à ce que vous avez de plus profond comme conviction et les remettre en cause. Et ça, je trouve qu'on n'est jamais aussi vivant que quand on doute même de ce qui nous paraissait acquis. Alors je vous laisse avec Jean-Pierre et je vous invite à regarder la description sous la vidéo pour découvrir un petit peu ce qu'il peut vous proposer d'autre. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme de coutume, j'aime bien vous présenter un petit peu. Vous avez vu ces 4 jours, je les ai bâtis aussi comme une espèce d'itinéraire que je vous propose. Et c'était important de faire cette 4e journée autour des questions de la transmission, de l'éducation ou du non-éducation, je dirais plutôt des apprentissages, et plus généralement autour de la question aussi des enfants, puisque c'est une question qui me tient très très à cœur, de notre rapport aux enfants. Et dans ce cadre-là, il m'a semblé évident d'inviter Jean-Pierre, qui est pour moi quelqu'un qui... Bon alors, je vais dire, notre première rencontre, c'est marrant parce qu'il va diffuser la vidéo de notre première rencontre. Notre première rencontre n'a pas été confortable pour moi, je dois le dire. Pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui répondait à mes questions souvent avec des questions et qui me renvoyait en miroir mes propres a priori, mes propres idées préconçues, mais qui m'a fait énormément réfléchir sur mon rapport à l'apprentissage, sur mon rapport à mes enfants, et globalement sur mon rapport au savoir. J'avais vraiment envie qu'il partage son expérience, sa réflexion avec vous, parce que je la pense très très riche et je la pense nécessaire. Quand on parle de santé, la santé c'est une question de santé physique, c'est aussi une question de santé mentale, de santé intellectuelle, de santé spirituelle.
Et les questions, le cheminement, la façon que Jean-Pierre a d'aborder les questions qui l'intéressent et qui nous intéressent, est pour moi empreinte de vitalité. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur qu'il soit là pour parler avec vous. J'espère que vous avez déjà apprécié le film Schooling the World, que je trouve être un film extraordinaire et qui permet quand même de bien placer les enjeux. Qu'est-ce que c'est qu'actuellement, en quoi le modèle éducatif actuel, quelle est la finalité du modèle éducatif actuel. Et donc là, Jean-Pierre va vous proposer une présentation qu'il a appelée « Apprendre, c'est naturel » et qui, je pense aussi, va balayer quand même pas mal d'idées préconçues qu'on peut avoir par rapport à l'apprentissage. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Lepris, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Pour ceux que ça intéresse aussi, je tiens à le préciser, Jean-Pierre a pas mal de livres qu'il a amenés avec lui, qui tournent autour des questions de l'apprentissage, de l'éducation, de la non-éducation, de l'alternative à l'éducation qui n'en est pas une parfois, enfin voilà, de toutes ces questions-là. Donc vous pouvez aller voir sur la table qui est juste à côté. Et je vous laisse immédiatement avec Jean-Pierre. Je pense que vous allez être scotché. Alors, ça peut être inconfortable, mais je vous garantis que ça va vous amener assez loin. Merci Jean-Pierre, merci sincèrement. Je veux remercier Thierry de son invitation et effectivement, en hommage et en souvenir de notre première rencontre, nous allons voir ce que fut notre première rencontre en Bourgogne. Et je voulais dire que le point commun que nous avons avec Thierry, c'est que nous recherchons une vie plus naturelle, plus conforme à ce qu'est la vie normalement, et un peu moins à ce que la culture en a fait. Je suis absolument d'accord. C'est vraiment ce que j'ai reconnu en toi. Okay. Merci. Un terme très générique qui désigne la situation. L'éducation, pour moi, est un terme très générique qui désigne la situation dans laquelle il y a quelqu'un qui sait et qui souhaite et qui désire et qui intervient sur un autre qui ne sait pas pour que cet autre sache ce que lui voudrait que l'autre sache. Est-ce que je peux vivre sans éducation? C'est-à-dire sans éduquer et sans être éduqué. Si je fais le bilan de 15 années d'école, qu'est-ce que j'ai appris véritablement à l'école? L'intérêt de l'école, c'est de faire en sorte de rendre acceptable, présentable, honorable cette situation où il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. L'école en France coûte 145 milliards d'euros par an. Donc ça veut dire que quand même il y a des enjeux très importants. Bon, il y a des enjeux économiques, certes, mais il y a des enjeux idéologiques qui vont avec l'économie, forcément. L'école est un des moyens d'apprendre le temps contraint, l'espace contraint, la pensée contrainte, et puis surtout l'obéissance et la soumission, la conformation. Je remarque aussi qu'il y a une injonction
d'éducation, d'une certaine manière, à la fois dans l'état d'esprit. Il y a la pression au niveau de l'école est de plus en plus importante, donc réellement, on ne veut pas que quelqu'un échappe à ça, d'une certaine manière. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Maintenant, il y a des moyens de contrôler les esprits, de façonner les esprits qui ne nécessitent plus d'avoir un maillage physique de cadres qui... Oui, de les coincer dans un seul endroit. Pour quadriller la France, c'est plus nécessaire. Maintenant, on quadrille la France avec des antennes et ça suffit, quoi. Et alors, parce qu'avec ça, je contrôle toutes les populations et tous les esprits. J'ai plus besoin de l'école. si on arrête d'éduquer, que ce soit à l'école ou à la maison, qu'est-ce qui se passe? Parce que on se dit immédiatement, c'est l'anarchie, j'ai peur que les enfants me débordent, comment ça va, comment est-ce qu'on peut gérer, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça nous semble être le seul moyen de contraindre les enfants un petit peu et d'arriver à obtenir quelque chose de... Qu'est-ce qui me pousse à vouloir qu'un enfant m'obéisse? Enfin, c'est ça plutôt la question. Apprendre est un acte naturel et inné, comme respirer, comme digérer, enfin comme marcher, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Apprendre. Il ne peut pas ne pas apprendre. Et donc, tout ce qui va faire la différence, c'est le milieu. Et de toute façon, actuellement, c'est bien ce qui fait la différence. Ceux qui réussissent à l'école, on sait très bien qui c'est. Ce que je veux de bien pour mon enfant, c'est moi qui le veux. Et forcément, mon bien à moi, c'est mon bien à moi. Et que je veux pour lui. Mais c'est le mien. Voilà. Voilà. Donc, en fait, quand je veux quelque chose pour quelqu'un, c'est en réalité que je le veux pour moi. La distance que parcourent les enfants actuellement, tout seuls, s'est réduite considérablement en un siècle ou 50 ans. Enfin, moi, je me souviens, enfant, je jouais dans la rue, je courais dans la rue. Maintenant, il n'y a plus d'enfants qui jouent dans la rue, pratiquement, si ce n'est dans les cités. Hein. On les tient de plus en plus. Ben oui, puis leur temps est minuté, organisé. Il y a la piscine, le judo, les activités de ceci, les activités de cela. Comment peuvent-ils apprendre à gérer leur propre temps si leur temps est géré par d'autres? Ma question, c'est pas est-ce que tu préfères une prison grande avec des jolies couleurs ou une prison petite qui sent mauvais et qui est très sombre? Ma question, c'est est-ce que je peux vivre en dehors de la prison? C'est-à-dire, est-ce que je peux vivre sans ces éducations, même si elles sont très belles? Est-ce qu'une société sans éducation, est-ce que ça te semble réellement possible? En y réfléchissant, je me rends compte que c'est moi qui construis la réalité. Donc, comme je la construis, elle est. Donc, si je vois que c'est impossible, ça va rester impossible, ça c'est sûr. Je suis amené à rencontrer de plus en plus de familles qui font ce chemin-là. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on n'envoie plus l'enfant à l'école, mais on fait l'école à la maison. Ensuite, on ne fait plus l'école à la maison, mais on organise des sorties éducatives. On est quand même toujours dans un système éducatif. On va au musée, on organise la vie de l'enfant. Puis à la fin, comme c'est quand même aussi fatigant, tout simplement, tout naturellement, chacun vit sa vie. Voilà. Et les personnes qui sont là, elles apprennent à vivre leur vie également. Il n'y a pas besoin d'éduquer.
Alors, avant de commencer vraiment, je veux expliquer d'où je parle. Je suis entré en 1957 à l'École normale d'instituteurs d'Aix-en-Provence. Il en reste d'ailleurs quelque chose. Je parle d'Aix-en-Provence, pas de l'École normale. Et c'est seulement en 2007 que je me suis, c'est-à-dire très exactement 50 ans après, que je me suis rendu compte de tout ce que j'ai fait pendant les 50 années qui ont précédé. Au cours de ces 50 années, j'ai été donc enseignant, formateur d'enseignants, directeur, inspecteur, expert international pour l'UNESCO, c'est-à-dire que j'ai vu l'éducation sous toutes ses coutures et de tous les points de vue. Et alors l'éducation dans le sens de scolarisation ici. Allez. Et également de manière horizontale, puisque sur ces 50 années, j'en ai passé 30 dans des éducations nationales sur les 5 continents. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Le deuxième point qui me semble important, c'est de définir qu'est-ce que c'est l'éducation, pour moi au moins. Et en général, c'est la même définition pour beaucoup de gens. L'éducation, c'est l'acte d'éduquer, comme tous les mots en sion. Comme tous les mots en sion aussi, en langue française, c'est le résultat de cet acte. Donc il a eu une bonne éducation, c'est-à-dire c'est le résultat de la pratique de l'acte d'éduquer. Alors éduquer maintenant, c'est tout simplement, il n'y a pas besoin de tourner en rond beaucoup. La racine, c'est ducere, et si ça vous intéresse, on pourra faire l'étude historique du verbe ducere en latin, qui veut dire conduire. Donc on retrouve duc, la racine est duquer, ducere, on le retrouve dans viaduc, dans oléoduc, dans aqueduc, donc aqueduc qui conduit l'eau, viaduc qui conduit le trafic, oléoduc qui conduit l'huile, c'est-à-dire le pétrole. Voilà. Donc l'éducateur n'est jamais qu'un conducteur. Et donc dans l'éducation, j'ai toujours 2 personnes. Chaque fois que j'ai 2 personnes ou 2 groupes de personnes, j'ai éducation. C'est-à-dire, il y a une personne qui sait ce qui est bon pour l'autre et qui va donc intervenir sur l'autre pour qu'il fasse et atteigne ce que celui qui sait qui est bon pour cet autre l'atteigne. Voilà. Et c'est important de voir qu'il y a toujours deux éléments. Si je n'ai pas d'éduqué et que je n'ai qu'un éducateur, il n'y a pas d'éducation. Si je n'ai pas d'éducateur et qu'il n'y a qu'un éduqué, il n'y a toujours pas d'éducation. Le critère important, c'est qu'il y a 2 personnes, ça c'est fondamental. Et entre ces 2 personnes, il y a une différence puisque l'un est « heure » et l'autre est « et ». Sinon, on n'aurait pas fait cette différence. Et cette différence est bien évidemment hiérarchique, c'est-à-dire elle est asymétrique. Alors je sais bien que lorsque je transforme, lorsque l'éduqué devient éducateur, j'ai simplement inversé le schéma, mais j'ai toujours ce schéma de quelqu'un qui sait pour l'autre ce qui est bien pour cet autre. Voilà, ça c'est l'éducation. Alors, d'où vient cette éducation? C'est important aussi très rapidement de voir d'où ça vient historiquement. Le mot éducation apparaît en 1500 à peu près, 1497 pour un auteur et 1520 pour un autre auteur. C'est-à-dire 1500 à peu près. Donc, tous ceux qui parlent d'éducation avant 1500, vous voyez le contresens historique. Parce qu'il n'existait pas d'éducation avant. Et lorsqu'en 1500, le terme apparaît en langue anglaise et en langue française, en réalité, il ne désigne pas le sens actuel du mot éducation, mais en 1500 et jusqu'en 1950, c'est-à-dire il y a pendant 450 ans,
l'éducation, c'était l'éducation des vers à soie. Et c'est précisément dans cette région des Cévennes que vers 1950, c'est-à-dire il n'y a pas 100 ans, qu'on a arrêté d'éduquer des vers à soie. Mais l'éducation désignée, l'éducation des vers à soie, ce n'est que vers 1750, et notamment avec Jean-Jacques Rousseau, qu'apparaît un deuxième sens d'éducation qui n'est plus l'éducation des vers à soie, mais qui est l'éducation des enfants. Et en 1762, Rousseau publie Émile ou de l'éducation, et parle donc de l'éducation des enfants. Et en 1763, c'est-à-dire un an après, l'abbé Grégoire de Sauvage publie l'éducation des vers à soie, traité de l'éducation des vers à soie, c'est-à-dire que simultanément, on a toujours les deux. Les vers à soie vont être éduqués donc jusque vers 1950 et notamment en Cévennes, alors que l'éducation des enfants va petit à petit naître. Donc vous voyez que l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui apparaît vers 1750, mais qui n'est pas encore vraiment installé. En 1882, lorsque les progressistes créent, enfin, entre guillemets, instituent l'école, avec notamment Jules Ferry, 1880, le terme éducation n'est pas encore bien accepté. Il est vulgaire, il est péjoratif, donc on ne l'utilise pas. Et dans toutes les lois qui fondent l'école en 1880, vous remarquerez qu'on ne parle jamais d'éducation. On parle d'instruction. C'est aussi parce que c'était un terme qui n'avait pas encore cours. Il faut attendre 1932 pour que le ministère de l'Instruction publique devienne le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, vous voyez, l'éducation, c'est une histoire tout à fait récente. Nous avons vécu des siècles et des millénaires sans éducation. C'est une invention, ça a été créé de toutes pièces, et cette création de toutes pièces, bien sûr, comme toutes les inventions humaines, toutes les créations mentales se traduisent ensuite par des réalités physiques. Je pense par exemple aux frontières. Donc aux frontières, après on crée un mur, enfin voilà. Et quand on dit éducation, ben on crée des écoles, et les écoles actuellement, en 2017 ou 2018, je ne sais plus, on en est à 154 milliards de dépenses annuelles pour les écoles, toutes dépenses confondues. Alors, un troisième sens d'éducation qui est important aussi. Je devais aller faire une conférence à Montpellier, donc j'ai tapé sur Google éducation Montpellier, et la première page m'a donné une réponse inspection académique, bien sûr, forcément, et puis toutes les autres réponses étaient éducation canine. Parce que maintenant, de nos jours, enfin depuis quelques années, peut-être une décennie, je ne sais plus, il y a une troisième éducation, l'éducation des vers à soie, l'éducation des enfants, et maintenant l'éducation canine. Alors j'ai tapé éducation plus canine sur Google, et j'ai trouvé 1 300 000 occurrences pour éducation canine. Rassurez-vous, éducation plus enfant, j'ai trouvé 300 millions d'occurrences. Quand même. Voilà. Donc voilà un petit peu une brève histoire de l'éducation. La caractéristique de l'éducation, c'est simplement ce schéma entre un éducateur et un éduqué. C'est-à-dire, c'est un schéma donc dissymétrique et hiérarchique. Alors, ce schéma, ça n'est jamais qu'un cas particulier. Alors, il existe à l'école, mais il existe aussi dans les familles, il existe aussi dans la rue, il existe chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi et qui veut me le faire apprendre. Voilà. Et c'est peut-être cette question-là que je peux interroger.
Alors, quand je regarde l'histoire de l'humanité, je pense que l'éducation est un habillage présentable, noble, de la culture, de la relation entre un dominateur et un soumis. Si je le dis comme ça passe pas, mais si je dis l'éducation, là, ça passe. Mais c'est une histoire très ancienne. La domination existe en principe depuis 10 000 ans à peu près, mais elle prend des formes différentes. Donc ça peut être la religion, ça peut être la guerre, l'armée, ça peut être l'État. L'État, c'est récent aussi. Et c'est un moyen aussi de dominer. Et l'éducation est un moyen aussi de dominer qui d'ailleurs s'est installé en concurrence et en compétition avec le clergé. C'est intéressant de voir que en fait, l'école a pris la succession des églises et avec à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire les mêmes officiants, sauf que dans un cas c'est des prêtres, dans un autre cas ce sont des professeurs d'école, avec aussi une liturgie, des rythmes, des récompenses, des punitions, enfin, exactement comme le système religieux, enfin catholique du moins, qui était le nôtre à l'époque, voilà, et qu'il est toujours. Voilà ce que j'avais à dire sur l'éducation. Quelques mots maintenant sur l'autre paradigme. Alors, l'éducation et la domination peuvent s'exercer de deux manières. Une manière, c'est une manière un peu rude, c'est la coercition, c'est une force aussi, c'est la contrainte. Et l'autre manière, c'est une manière douce, c'est la persuasion, c'est la séduction. D'ailleurs, dans séduction, on a toujours la racine duc qui est conduire, mais d'une manière douce. Ça s'appelle aussi la manipulation. Donc, il y a deux manières d'exercer la domination, la manière rude et la manière douce. Et bien évidemment, la seule question qui est posée dans tous les débats sur l'éducation, et j'en sais quelque chose parce que j'y ai participé pendant 50 ans, donc pendant 50 ans, ce que j'ai fait, c'était de trouver la manière douce de pratiquer l'éducation. Et je confirme qu'il y a des manières plus douces que d'autres et que je préfère les manières douces aux manières rudes. Voilà, ça c'est clair. Mais la question que je pose maintenant, c'est pas est-ce que tu veux être dominé de manière douce ou est-ce que tu veux être dominé de manière rude. La question, c'est est-ce que je veux être dominé? Et c'est cette question-là, en fait, qui n'est jamais posée, c'est-à-dire pourquoi éduquer? Parce que la chose que j'apprends dans une éducation, c'est surtout que j'apprends à être éduqué, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je suis, par l'éducation, alors qu'elle soit douce ou qu'elle soit rude, je fais l'apprentissage du fait que je ne sais plus moi-même ce qui est bon pour moi, alors qu'en naissant, je le sais. Et qu'en naissant, je suis forcément social, puisque je ne peux pas survivre si je ne suis pas accompagné avec des relations avec d'autres êtres humains. Je suis coopératif, je suis toutes les qualités que l'éducation prétend m'inculquer. Je les ai déjà à la naissance et essentiellement, la faculté première, c'est la faculté d'apprendre qui est innée. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas apprendre. Un bébé qui naît ou qu'il naisse, il va apprendre à survivre dans le milieu dans lequel il naît. Et lorsque je déménage et que je vais dans une autre région ou dans une autre culture, je vais également apprendre à survivre dans cette nouvelle culture. Je ne peux pas ne pas apprendre. Et c'est bien parce que j'ai cette faculté d'apprendre, innée, et que je ne peux pas empêcher, et qui va poser des problèmes aux dominateurs, aux gouvernants, et qui vont m'éduquer pour que je perde progressivement cette faculté innée d'apprendre, et qu'en fait,
elle soit canalisée à apprendre à être éduqué. Et en réalité, ce que j'appelle apprendre, ce n'est pas l'autre paradigme. Alors, on va mettre éduqué ici. Apprendre, ce n'est pas un autre paradigme, c'est en fait le seul paradigme qui est au-dessus et qui permet que l'éducation fonctionne. L'éducation ne fonctionnerait pas si je n'avais pas la faculté d'apprendre. C'est-à-dire, je vais apprendre à être éduqué. Mais si je n'avais pas cette faculté innée et naturelle d'apprendre, l'éducation ne pourrait pas fonctionner. Alors, l'autre façon d'utiliser ce paradigme, c'est de se passer d'éducation et d'apprendre directement. C'est ce que je fais la plupart du temps. C'est même ce que je fais dans le cadre de l'éducation, puisque j'apprends à être éduqué. J'apprends ce qui a du sens pour moi à ce moment-là, et qui est d'essayer de vivre aussi confortablement que possible dans une situation qui serait intenable. Voilà, je veux bien continuer, mais dans un sens qui parle pour vous. Donc, si vous avez quelques questions, je poursuis dans la direction qui vous intéresse. Alors, on me pose la question du sens qui est, semble-t-il, essentiel. Ben oui, une vie qui n'a pas de sens, c'est très difficile à supporter. C'est bien le cas d'ailleurs. Hein. La vie n'a pas de sens en soi, c'est-à-dire que le sens de la vie, c'est la vie tout simplement, c'est de vivre et de continuer ce fil de vie. Et toutes les crises, alors les crises, qu'elles soient économiques, quelles que soient les crises en fait, ce sont toutes des crises de sens. Ce qui faisait sens, tout d'un coup, n'en fait plus. Alors ça peut être un deuil, ça peut être mon compagnon ou ma compagne qui me quitte, enfin tout ce qui faisait sens n'existe plus, et je suis en crise jusqu'à ce que je trouve un nouveau sens. Je dis que l'homme est un animal à sens chaud, c'est-à-dire qu'il a besoin de sens pour vivre, oui. Et donc, de toute façon, je n'ai rien à faire, ça se fait spontanément en moi, parce que je nais avec un instinct de vie, c'est-à-dire qui va me pousser vers ce qui est favorable à la vie et qui va m'éloigner de ce qui est défavorable à ma vie, d'une part, et d'autre part, j'ai un cortex qui fait que je vais mémoriser les situations qui sont favorables à ma vie et pour les rechercher, et je vais également mémoriser les situations qui sont défavorables à ma vie pour les éviter. Et donc, c'est comme ça que j'apprends j'apprends spontanément, j'apprends naturellement ce qui a du sens pour moi. Et je peux apprendre à survivre à l'école, et Dieu sait si nos lycéens et nos élèves sont très habiles pour inventer des moyens de supporter l'insupportable. Ils se font passer des petits papiers, ils s'envoient mais je peux pas l'empêcher d'apprendre. L'élève au fond de la classe qui envoie un SMS à sa copine pendant le cours de maths, il est en train d'apprendre, parce que je peux pas l'empêcher d'apprendre. Il est en train d'apprendre à envoyer un SMS à sa copine sans se faire choper par le prof. Et le bon élève, lui, il est en train d'apprendre la résolution de l'équation du second degré, tout simplement parce que son papa ou sa maman va être très fier de lui et va lui offrir un cadeau parce que ça a du sens pour lui. Voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas me passer de sens. Et bien souvent, pour supporter l'insupportable, j'ai besoin d'avoir un sens extérieur à la situation. Pour parler de l'insupportable, moi qui connais bien l'éducation nationale, donc pendant une 50aine d'années, je peux vous assurer que j'ai dû voir au moins une 50aine de réformes. C'est tellement insupportable qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état.
La seule chose qu'on fait, c'est repeindre d'une autre couleur pour le rendre plus agréable, et chaque année, on a une réforme. Et comme son nom l'indique, une réforme, c'est une reforme, c'est-à-dire une nouvelle forme. Mais le fond ne bouge pas. La structure, c'est toujours, il y a quelqu'un, je suis dans une salle que je n'ai pas choisie, à des horaires que je n'ai pas choisis, avec des gens que je n'ai pas choisis, avec un chef que je n'ai pas choisi, et sur des sujets que je n'ai pas choisis. Voilà, c'est ça la situation. Et ça dure 10 ans, 12 ans, 15 ans, et donc c'est tellement insupportable que ce qu'on va changer, on va changer, c'est-à-dire on va juste faire en sorte que ça perdure, parce que tout changement, en fait, c'est pour que ça fonctionne, que ce qui allait mal fonctionne mieux. Lorsque je change mon réfrigérateur à la maison parce qu'il est tombé en panne, c'est tout simplement pour en mettre un autre qui fonctionne. Lorsque je change la batterie de ma voiture, c'est pour qu'elle continue à rouler. C'est-à-dire que tout changement est destiné à ce que la chose perdure à la suite d'un possible dysfonctionnement ou d'un dysfonctionnement. Donc méfiez-vous du mot changement. Il y a des politiques qui l'ont utilisé. Effectivement, changer, c'est juste repeindre d'une autre couleur pour rendre momentanément plus supportable une situation qui ne l'est pas. Alors, on me pose, je ne sais pas où est le micro, là, quelqu'un? Ah, d'accord. Bon. Je l'ai là. Voilà, ça y est, mais il marche. Pardon. Je répète la question. Ouais. Peut-il exister un monde sans éducation? Alors, les enfants, ils sont, s'ils veulent survivre, ils sont obligés de faire ce que leur demandent leurs parents et la société autour d'eux. Donc, ils peuvent très bien apprendre à être éduqués, comme ils peuvent très bien apprendre à vivre sans éducation. C'est tout à fait pensable. Le problème, ce n'est pas les enfants. Le problème, c'est les parents, les adultes autour des enfants. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans éducation? Oui, bien sûr, puisque j'ai essayé d'expliquer que l'éducation est une invention récente dans l'histoire de l'humanité. On peut dater vers le XVIIIe siècle à peu près, c'est-à-dire que les siècles qui ont précédé n'ont pas connu d'éducation, et on a très bien vécu sans éducation pendant donc des siècles et même des millénaires. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il existe à notre époque actuelle des sociétés sans éducation. Mais bien sûr, on ne les connaît pas forcément, puisque nos sociétés sont des sociétés avec éducation. Il y aurait danger à faire connaître ces sociétés. Et troisième cas de figure, dans nos sociétés avec éducation, il existe des familles ou des personnes qui n'éduquent pas, voilà, en conscience. Alors, ne pas éduquer, c'est bien différent de ne pas scolariser. Parce que dans les personnes qui ne scolarisent pas leurs enfants, il y a toutes sortes de choses, y compris des enfants qui sont enfermés dans les placards et brûlés avec des cigarettes. Là, j'exagère. Mais ce que je veux dire, il y a aussi des écoles, il y a aussi des gens qui font l'école à la maison, et puis il y a aussi des gens qui n'éduquent pas. Il y en a très peu, mais ça existe. Donc c'est tout à fait possible de ne pas éduquer et de savoir que j'ai en essence cette faculté innée et que je ne peux pas, éliminer, d'apprendre. Donc je vais toujours apprendre et je vais apprendre ce qui a du sens pour moi dans un milieu donné. Donc en réalité, ce qui est déterminant, ça n'est pas, et c'est pour ça que la pédagogie fait fausse route, ça n'est pas d'agir sur celui que je veux qu'il apprenne, mais c'est en fait le milieu qui va être déterminant, puisque moi qui suis dans un milieu, je vais m'ajuster, je vais apprendre à survivre et à vivre aussi confortablement que possible dans ce milieu.
Donc ce qui va faire la différence, c'est le milieu. Et encore une fois, effectivement, un bébé qui naît peut parler 6000 langues. C'est le nombre de langues actuellement parlées à la surface de la Terre. Il y en aurait 8000, il pourrait parler les 8000 langues. Donc en réalité, il ne va apprendre que la langue qui est utile pour lui dans le milieu dans lequel il va grandir. Si ce milieu est bilingue, il va apprendre 2 langues. Si ce milieu est trilingue, il va apprendre 3 langues. Je suis toujours étonné de voir que les enfants, enfin, du moins ceux que j'ai rencontrés en Afrique de l'Ouest, sont tous trilingues au minimum. Et pourtant, ils ne sont jamais allés à l'école. Et moi qui ai fait 7 ans d'anglais, je ne peux pas parler anglais au lycée. Voilà. Parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Maintenant, si j'ai un entretien d'embauche et qu'on me demande de parler anglais, ou si je dois aller travailler pendant 5 ans en Angleterre et que je dois utiliser l'anglais, ben à ce moment-là, effectivement, je vais en le pratiquant. Alors, j'ai le micro, je suis à votre gauche, par là. Ok. Oui. J'ai une question par rapport je vais me rapprocher. Alors. J'ai une question qui est par rapport aux établissements qui proposent une pédagogie plus libre. Ma fille est dans une école de ce type-là, c'est-à-dire avec des enseignants qui ont été formés à Montessori, mais qui ont décidé de créer une école plus libre encore et plus alternative, entre guillemets, que Montessori. C'est-à-dire qu'ils, en quelque sorte, ils suivent le rythme des enfants, mais bien sûr, il y a un groupe d'enfants, donc forcément, il n'y a pas un adulte par enfant, donc on est dans une sorte de compromis. C'est pas tout à fait le unschooling, justement, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui les familles qui n'éduquent pas, mais qui donc suivent leur enfant et lui proposent toutes les solutions à tous les outils qu'ils demandent. Là, on est dans un espèce de compromis, un établissement donc où il y a un groupe d'enfants et où on essaye donc de suivre le rythme de chacun, mais forcément, il y a des moments où il y a des compromis à faire entre chaque, etc. J'imagine que vous connaissez bien vous connaissez ce genre d'établissement et puis ils sont assez variés. Je voulais savoir ce que vous en pensiez justement de ça, de ce compromis-là. Et la question ? Ce que vous pensez. Ce que je pense, je répète ce que j'ai dit et je vais sans doute le répéter pendant plusieurs fois, je m'en excuse auprès de certains. C'est que je préfère être dans une prison spacieuse, lumineuse, qui sent bon, que dans une prison qui est étroite, qui pue, qui est sombre. C'est-à-dire, moi si ça peut être tenu pour acquis une fois pour toutes, pour que je puisse présenter ma question qui n'est pas celle-là. C'est pas si Montessori, Freinet ou les écoles démocratiques, c'est mieux que l'école des enfants de troupe. La réponse est oui, et c'est fini, s'il vous plaît, si c'est possible. Mais je sais que c'est difficile, moi ça m'a pris 50 ans, donc c'est difficile. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est pas quelle est la meilleure éducation alternative, mais c'est y a-t-il une alternative à l'éducation ? L'éducation alternative est une chose, l'alternative à l'éducation en est une autre. Donc, ce que j'essaie de présenter ici, c'est l'alternative à l'éducation est-elle possible ? Ma réponse est oui, bien sûr, mais c'est quand même une question, au moins d'abord, que je voudrais me poser et qui n'est jamais posée, parce que les seules questions qui sont posées, les seules, écoutez bien, regardez les politiques, regardez les pédagogues, regardez tous ceux qui nous veulent du bien. La seule question qu'ils posent, c'est comment mieux éduquer. Mais c'est pas faut-il éduquer. C'est-à-dire que c'est acquis qu'il faut éduquer. Et la question, elle mériterait d'être posée. J'ai une question. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de 50 ans à l'éducation nationale à pas d'éducation ? Est-ce que vous pouvez brièvement en parler ?
Alors très brièvement, parce que je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que sinon je me transforme en éducateur, en celui qui sait et qui explique aux gens qui ne savent pas comment il faut procéder. Alors, je témoigne simplement de comment j'ai fait et je m'empresse de dire que je ne suis pas un exemple, puisqu'il m'a fallu 50 ans, et que je rencontre des gens qui n'ont pas attendu 50 ans et qui sont sans doute plus intelligents que moi, et ça me réjouit bien sûr, qui comprennent très vite ce que je suis en train d'expliquer et que je n'ai compris qu'au bout de 50 ans. Alors, une réponse, mais qui ne vaut que pour moi, hein, il ne s'agit pas de suivre mon itinéraire. En ce qui me concerne, j'ai regardé des flocons de neige tomber sur les branches d'un sapin, j'en ai compté 799 999 flocons de neige, et le 800 millième a cassé la branche. Alors, c'est pas le 800 millième, bien sûr, c'est les 799 900 aussi qui ont précédé, c'est-à-dire les 800 000 au total qui ont fait casser la branche. Donc, personnellement, à force de passer 50 ans à repeindre les barreaux de la prison de couleurs agréables, j'ai fini un jour par me dire, mais c'est pas la couleur qui compte. Ça a l'air de vouloir marcher. Alors, je ne sais plus ce que je disais, mais j'en profite pour faire une parenthèse. Si ces questions-là vous intéressent, avant de partir, vous avez une table ici. Je vous invite à laisser votre adresse mail et nous envoyons des informations de manière très raisonnable, c'est-à-dire une fois par mois au pire, et une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, nous proposons donc des écrits, donc cette lettre qui paraît une fois tous les 2 mois en moyenne, mais aussi quelques livres. Et l'autre manière différée d'approfondir ce genre de questions, c'est aussi les vidéos. Nous avons actuellement 180 séquences vidéo, dont une est passée tout à l'heure ici, qui sont sur la chaîne YouTube de Créa. Et la troisième possibilité, ce sont des activités en présentiel, là qui ne peuvent pas être différées, mais qui supposent d'être ensemble au même moment, au même endroit. Voilà. Et la prochaine grande réflexion, c'est du 22 au 25 août en Bourgogne, et c'est sur le thème autonome, point d'interrogation, c'est-à-dire autonome dans l'interdépendance. Je repars. On reprend. Une question ? Bonjour. Nous sommes des parents instructeurs, donc nos enfants ne vont pas à l'école. En fait, le fil de l'histoire, c'est bizarre, pour le premier enfant, on a fait comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on a suivi les règles de l'école, on a fait l'instruction à la maison. Pour le deuxième enfant, on s'est noyé. Pour le troisième, on a décidé de les laisser plus en liberté. Et le problème, c'est que mon mari et moi, on a été éduqués, on a été à l'école, etc. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment dire. En fait, nos enfants ont pris zut. En fait, c'est nous, éducateurs, qui avons un problème où on a du mal à se définir dans ce groupe où nos enfants apprennent à se battre. C'est super. Ils apprennent des choses Ma question porte sur nous. Comment nous éduquer nous-mêmes à cette liberté ? C'est terrible ça. Éduquer à la liberté. Conduire à la liberté. Mais c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire 2 termes opposés. C'est la même chose que soit autonome. Ce sont des oxymores. C'est pas possible d'éduquer, de conduire quelqu'un à la liberté.
D'ailleurs, la liberté, c'est un terme que je n'utilise plus parce qu'il suppose une situation dans laquelle je ne serai pas libre et j'estime que je j'ai pas besoin du concept de liberté. Le concept de liberté sous-entend que je suis en prison et je ne suis pas en prison. Donc j'ai pas besoin ni d'être libéré ni d'être libre. Et éduquer quelqu'un, c'est de la même manière postuler et l'instituer comme incapable d'apprendre, et donc je vais t'éduquer pour que tu apprennes. Pourquoi je l'éduquerai si je ne l'institue pas incapable? Donc par le fait même que je t'éduque, je t'institue, je te crée, je te fais être incapable d'apprendre. De la même manière, quand je dis je vais socialiser quelqu'un, ça sous-entend qu'il est incapable d'être socialisé, que par conséquent, il est incapable de socialisation. Donc, je vais te socialiser. Sinon, pourquoi je le socialiserai? C'est-à-dire que l'action elle-même d'éduquer inclut le postulat j'institue l'autre incapable d'apprendre, sinon l'éducation ne se justifie pas. Si je considère qu'il peut apprendre tout seul, et de toute façon il apprend toujours tout seul, il n'y a personne qui apprend à sa place, et si j'ai cette confiance-là qu'il ne peut pas ne pas apprendre, il apprendra ce qui a du sens pour lui. Et je ne peux pas éduquer à la liberté, c'est impossible. Je vis, et c'est en vivant, donc j'essaie d'expliquer ça de manière, en vivant autonome, que je montre, que j'enseigne l'autonomie. Et enseigner, dans ce sens-là, ça a toujours été le sens d'ailleurs d'enseigner, c'est montrer. J'enseigne le chemin de la gare, ça veut dire je montre le chemin qui me conduit à la gare. L'enseigne qui est au-dessus du magasin, c'est ce qui me montre ce qu'il y a dans ce magasin. Donc enseigner, c'est tout simplement montrer. Et de ce point de vue, nous sommes tous des enseignants, parce que nous ne pouvons pas ne pas montrer ce que nous sommes. Donc nous enseignons toujours ce que nous sommes, et non pas ce que nous voudrions être, bien sûr. Non. Bonjour, merci. Donc moi j'ai un enfant, j'ai fait du unschooling. J'ai été rattrapée par l'inspection d'académie qui m'a demandé d'instruire, sinon ils allaient me remettre mon enfant dans les 15 jours à l'école avec une obligation et tout ça. Donc je voudrais savoir s'il y a une alternative à ça. Je suis ici, Jean-Pierre. La seule alternative que j'ai rencontrée, c'est de ne pas déclarer. Voilà, de ne pas déclarer que je pratique l'instruction en famille. Au passage, j'appelle ça instruction en famille parce que depuis 1880, l'instruction étant obligatoire, ce qui est tout à fait discutable, mais donc je fais de l'instruction en famille, donc je remplis cette obligation d'instruction, mais dans la famille. En revanche, l'instruction, c'est suffisamment vague pour y mettre un petit peu ce qu'on veut, même si l'éducation nationale propose des grilles, des objectifs de compétences à atteindre et qui sont en fait des compétences que tout enfant et tout être humain acquiert de toute manière. Bonjour. Ne pas éduquer, ça me paraît une excellente idée, mais ma crainte, c'est de savoir est-ce que je vais être en mesure de lui proposer les choses... comment je vais l'emmener à apprendre? Est-ce que grâce à moi, il va apprendre suffisamment? Et comment va se passer la transition au moment de se former ou d'apprendre un travail pour se lancer dans la vie normale, si je puis dire?
Alors, si je comprends bien que je ne peux pas ne pas apprendre, un, et deux, j'apprends ce qui a du sens pour moi, c'est-à-dire dans ma vie, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs toute ma vie, et c'est ce que les autres font toute leur vie également. Ils apprennent tout simplement ce qui a du sens pour eux. Et si ça se fait tout seul, je veux dire, j'apprends ce qui a du sens pour moi. C'est inévitable. Et lorsque ça n'a pas de sens, je lui invente un sens pour que ça en ait un et que ça puisse être supportable pour moi. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question parce que je l'ai oublié, donc... Je rappelle comment fonctionne un tour de parole. Vous levez la main. Mon collègue qui est là va essayer de repérer qui lève la main en premier, le second, le troisième. On va essayer de... Voilà, c'est jamais parfait, c'est pas facile. Mais voilà, vous levez la main, il vient vous voir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. OK ? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, ça induit le fait qu'un enfant ne peut pas être heureux à l'école ? Ne peut pas ? Est-ce que cela induit le fait qu'un enfant ne peut pas être heureux à l'école ? Est-ce qu'un enfant peut être heureux, finalement ? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont très heureux dans des situations de soumission, dans des prisons. Il y a le bonheur, c'est indépendant. Enfin, c'est pas le bonheur, oui, c'est le bonheur, en fait. Oui, je peux être heureux de faire plaisir à maman parce qu'elle est contente lorsque je suis enfermé 6 heures par jour dans une salle de classe. La question du bonheur est une question annexe. Hein. Mais je voudrais quand même souligner, puisqu'on parle de bonheur et de joie, si je fais un petit peu un retour sur les situations dans lesquelles j'ai appris quelque chose que je ne savais pas faire, j'ai un sentiment de fierté, de joie, d'euphorie, je suis content. Parce que tout simplement, apprendre contient en lui-même sa propre gratification. Je n'ai pas besoin d'une récompense extérieure. C'est pour ça que ça a du sens pour moi. Parce que lorsque j'apprends quelque chose, y compris quelque chose de désagréable, mais j'apprends, ça a du sens pour moi, et c'est quelque chose d'agréable, parce que ça a du sens pour moi. Et puisqu'on parle beaucoup de cerveau et de sciences cognitives, les neurologues ont remarqué que lorsque j'apprends, il y a production de 2 neurotransmetteurs qui sont la sérotonine et la dopamine et qui sont en réalité, lorsqu'ils sont associés, le neurotransmetteur du bonheur, de l'euphorie. Voilà. Donc, apprendre en soi est jouissif. C'est dommage de priver mon enfant ou moi-même de me priver de cette jouissance qui est simplement dans l'acte d'apprendre. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure des projets de l'éducation nationale, point de vue financier et économique. Donc moi j'ai mon idée sur ça, mais j'aurais voulu connaître le vôtre en fait. Sur quel est le projet derrière tout ça en fait, de mettre les enfants à l'école et de les éduquer comme eux ils veulent. Alors le projet d'école répond à plusieurs objectifs et qui ont varié au cours de l'histoire. Mais l'histoire, vous savez, on ne passe pas à une autre chose. Ça reste toujours dessous et il y a en fait une couche qui vient dessus et une couche qui revient dessus. Donc si je prends les débuts de l'école en 1880, les origines sont doubles. D'une part, c'est la défaite de Sedan qui a fait qu'on a pris la pâtée là, contre les Allemands à la guerre et donc les écoles en 1880, on est allé voir comment ça fonctionnait en Allemagne, en Prusse, puisque l'Allemagne n'existait pas. Et donc en Prusse, ils avaient au lieu de courir dans les campagnes pour recruter des soldats, ils créaient une espèce d'école militaire, on va dire. Et donc on préparait les soldats et on les avait sous la main.
Et donc ça a été une des premières motivations de la création des écoles, avec les bataillons scolaires d'ailleurs qui ont fonctionné de 1870 à 1880, c'est-à-dire 10 ans avant la création des écoles, et qui était en fait une forme de préparation militaire. Et de toute façon, dans l'école de 1880, c'est resté, hein. C'est-à-dire que le patriotisme a été la première des valeurs qui a été inculquée par l'école, la défense du territoire national, de façon à ce qu'en 1914, la génération qui est passée par l'école est partie en chantant et la fleur dans le canon du fusil pour se faire descendre à la guerre. Parce que sinon, donc la première phase de l'école, c'était préparer de la chair à canon. Voilà. C'était aussi prendre le pouvoir sur le clergé et la querelle religieuse a été bien sûr très très forte entre les hussards noirs de la République et le clergé. Et ils n'étaient pas très amis, mais petit à petit, et cette querelle scolaire continue encore un petit peu de nos jours, bien atténuée bien sûr par rapport à 1880. Voilà. Donc ça, c'est la période de chair à canon. Ensuite, la période suivante, c'était préparer des gens à écouter un patron et à faire ce qu'il dit. Parce que lorsque je passe 10 ans, 15 ans dans une salle de classe que je n'ai pas choisie, avec des gens que je n'ai pas choisis, etc., je vais recommencer, ben, je suis prêt à écouter le contremaître et le patron. Donc c'était fabriquer de la chair à patron. Voilà. Et puis depuis la dernière guerre, c'est simplement... moi, je dis fabriquer de la chair à consommation et certains disent de la chair à caddie. Voilà. Bon, moi, ça fait longtemps que je travaille dans des écoles. J'ai fait du public, j'ai fait du privé, j'ai fait de la maternelle, j'ai fait dans les quartiers. Maintenant, je suis dans du privé très hors contrat. Mais ce que je remarque très, très fréquemment, c'est la difficulté qu'ont les parents devant leur enfant apprenant. C'est-à-dire, en fait, leur enfant apprenant naturellement, je n'ose pas dire absorbant, mais... comment dire, ils sont complètement débordés. Et c'est à ce moment-là qu'intervient justement cette prison dorée qui est l'école, où les enfants, où les parents arrivent en mettant leurs enfants pleins d'espoir de ce que eux ne peuvent pas produire comme accompagnement aux apprentissages. Alors moi je me dis, ce que je vois aussi, c'est que ce sont des parents soit qui habitent dans des conditions difficiles, donc on est dans une problématique sociale, soit qui sont accaparés par leur travail, toujours problématique sociale, parfois des travaux des jobs très valorisants, mais en même temps contraignants, mais qui leur plaisent énormément. Et donc je me dis, mais comment faire en sorte qu'on puisse transiter socialement vers une déséducation et plus vers l'accompagnement compte tenu quand même de la contrainte sociale. Alors, c'est très simple, on va les éduquer à se déséduquer. Ivan Illich, que certains d'entre vous connaissent, avait parlé de profession déresponsabilisante ou déresponsabilisatrice, disabling. Ça peut se traduire, c'est difficile à traduire, mais c'est rendre incapable. Et ces professions déresponsabilisatrices, bien sûr, ce sont les éducateurs, mais ce sont aussi tous ceux qui veulent mon bien, c'est-à-dire mes dirigeants, mon médecin, les juges, les assistants sociaux. Et quand je dis les éducateurs, c'est au sens très large, hein, c'est aussi les éducateurs populaires qui veulent diriger les masses incultes, ou les parents tout simplement qui pensent qu'ils doivent éduquer leur enfant. Voilà, donc l'attitude éducative, vouloir quelque chose pour un autre, c'est ça l'attitude éducative.
alors que c'est tellement simple. Si je veux quelque chose pour un autre, c'est bien moi qui le veux. Et si je le veux, ben c'est parce que je considère que c'est bien. Je ne vais pas vouloir du mal à un autre en général. Donc, surtout si je dis que c'est pour son bien. Donc si je le veux pour son bien, ça veut dire que moi je le veux aussi pour moi, que c'est pour moi c'est un modèle. Donc la seule façon d'agir ou d'intervenir de mon point de vue, c'est d'agir sur moi. En agissant sur moi, j'agis à mon insu et inconsciemment avec tous ceux qui sont autour de moi. De par le principe d'homéostasie que j'ai cru comprendre est un principe assez clair. Donc simplement, si je modifie ce que je suis, le milieu dans lequel je me trouve va se bouger, s'ajuster pour m'accepter, modifier. Et donc la seule manière que je peux favoriser par exemple l'autonomie, c'est en étant moi-même autonome. Mais ce n'est pas en demandant aux autres sois autonome. Ça peut pas marcher. Bonjour, je suis sur votre droite. Ma question évolue au fur et à mesure des réponses. En fait, ça reprend un peu ce qu'il y a avant. Moi, je suis enseignant. En fait, la première question, c'est la difficulté. Donc, on a des parents qui mettent des enfants à l'école. L'espèce de peur que j'ai, je me dis, bon, d'accord, si on arrête ça, les parents, ils font quoi avec leurs enfants? C'est-à-dire, le premier truc, c'est déposer leurs enfants à l'école. Et s'ils travaillent... Et qu'est-ce qu'ils font avec les enfants? Il y a le côté garderie de l'enfant. La première fonction, c'est une fonction de garderie. Alors, comment est-ce qu'on fait? Sinon, j'entends bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire se changer soi-même, c'est-à-dire il faut peut-être que j'évolue par rapport à mon métier, je veux dire la personne... enfin, il y a sûrement des étapes. La question, j'ai l'impression qu'il y a une question un peu concrète des gens qui sont là aussi, de nous, c'est-à-dire comment on fait concrètement. On est d'accord, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord sur le plan philosophique de dire, bah oui, ok, d'accord, on y va, mais on fait comment? Alors, je donne pas de conseils, mais je vais en donner 2 ou 3. Premier conseil, n'écoutez jamais les conseils des autres. Deuxième conseil, j'ai oublié, mais chaque fois qu'une question commence par comment, attention. Ben oui, parce que pourquoi moi j'aurai l'expertise, pourquoi je sais mieux qu'un autre ce qui est bon pour cet autre. Donc voilà. Donc comment, je sais pas, mais je sais pourquoi. Ça oui, je sais pourquoi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Mais je ne sais pas comment toi tu dois faire, parce que toi tu as ton histoire, et je sais que si tu réfléchis un petit peu à la situation, parce que c'est pas facile de voir... je suis à chaque instant le produit de mon histoire, et comment faire autrement? Donc je vais forcément appréhender la situation nouvelle à partir de mes expériences antérieures. Donc lorsque je ne connais que l'éducation et que cette relation entre un dominateur et un soumis, je ne peux pas imaginer une relation de type égalitaire, c'est pas possible. Je ne connais que ça. Donc la seule option qui me reste, c'est d'être plutôt dominateur que soumis, ou tenter de renverser le dominateur pour le prendre sa place. Enfin, mais je suis enfermé dans cette relation éducateur-éduqué, je suis enfermé dans cette relation dominateur-soumis, et la seule possibilité, c'est de dire mais pourquoi c'est comme ça? Et est-ce que ça pourrait être autrement? Et non pas quelle serait la meilleure manière d'être inscrit dans une relation dominateur-soumis. Bonjour, je m'appelle Vincent, merci pour ton intervention. Pour répondre faire une proposition à la question qui a été posée, j'ai lu il y a quelques années
une citation d'un couple d'Américains qui s'appelle Alvin et Heidi Toffler, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle La richesse révolutionnaire, et qui dit les analphabètes du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, ce sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Et pour moi, ça fait un tilt avec mes enfants, puisque j'ai 2 enfants de 13 et 15 ans. Je les voyais revenir de l'école classique où ils sont, avec un fatras d'informations innommables, avec des mémoires encombrées, etc., de choses inutiles. Et donc, de donner cette formule, c'était un peu magique. Et puis surtout, je voudrais te demander si, avec une maxime, comme j'ai pratiqué avec eux, qu'est-ce que tu en penses de tout simplement leur dire j'aime donc je suis, donc j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais, et je peux le retourner. Je fais ce que j'aime et je suis ce que j'aime. Voilà. Et ça les a aidés beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, déjà, je pense que de toute façon, je ne peux pas ne pas apprendre. Par conséquent, je ne désapprends jamais, ou alors il faudrait que j'apprenne à désapprendre. Enfin, c'est compliqué les choses qui sont très très simples. Je ne peux pas désapprendre, c'est-à-dire que j'ai dans mes cellules et dans mon cerveau, j'ai toute une histoire. Et je vais appréhender le monde à travers cette histoire. Et ce que je vois, c'est aussi ce que mon cerveau me dit de voir. Si j'étais élevé dans une autre culture, je verrais autre chose. C'est ce que disait un peu le film aussi ce matin. C'est-à-dire que le monde, c'est la réalité, mais la réalité, c'est moi qui la construis. Le soir, quand je m'endors, elle disparaît. Lorsque je vais mourir, la réalité va disparaître. Il y a autant de réalités que d'individus. Et effectivement, la façon de voir le monde fait qu'il est de telle manière plutôt que de telle autre. Donc pour moi, la situation me paraît très très simple. C'est-à-dire que si j'ai des relations égalitaires satisfaisantes avec le milieu dans lequel je me trouve, les personnes qui sont dans ce milieu-là vont vivre de façon égalitaire et de manière agréable. Si c'est comment dire, conflictuel, douloureux, agressif, je vais essayer de trouver une situation qui soit moins pénible pour moi. Oui, un vrai grand merci. Universitaire, 65 ans, lourdement formaté par... je me suis rebaptisé Max en fonction d'une chanson sur la liberté. Et j'ai pas pris la mesure que je m'attaquais à la montagne. Redevenir autonome, libre, ça me paraît quasi mission impossible de déprogrammer le disque dur. J'ai souffert toute ma vie de la notion, mais je ne le savais pas, de dominer sur dominant, victime. Et notamment en couple, enfin j'ai bien compris que tu voulais pas donner des pistes, pas retomber dans le pédago, mais notamment en couple et puis ensuite vivre collectivement, je me sens en grande difficulté, malgré un niveau intellectuel relativement correct. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais si je réponds à côté, ça répondra quand même à la question, je pense. C'est-à-dire que pour moi, c'est la valeur qui est positive, parce qu'apparemment j'ai l'air de critiquer, mais je ne critique pas, je décris en fait. Et beaucoup de gens pensent que c'est une critique péjorative, négative, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une description. Mais si je le perçois comme péjoratif ou négatif, c'est que je suis habitué que quelqu'un qui est sur l'estrade, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, et que donc, par conséquent, s'il dit que c'est ainsi, il dit que c'est mal ou il dit que c'est bien. Donc, personnellement, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement ça fonctionne ainsi. Et donc, ce qui pour moi est une valeur, c'est quand même l'autonomie. Et l'autonomie, ça n'est pas l'indépendance, c'est-à-dire je ne suis pas coupé de tout. L'autonomie, c'est forcément dans l'interdépendance. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas être dépendant. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire.
de manière physique, mais de manière affective, c'est pareil. Je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et il faudrait, si je m'arrêtais d'inspirer ou si je m'arrêtais d'expirer, je serais très mal. Voilà. Et donc, si je m'arrête de donner, si je m'arrête de recevoir, je vais être très mal. Donc, l'autonomie, certes, mais dans l'interdépendance. Autonome, c'est pas être isolé, coupé du monde, hein, mais c'est être autonome, à la différence de l'hétéronome qui, lui, se conduit par rapport à ce qu'un autre a dit qu'il devait faire, qu'il devait être, qu'il devait penser, qu'il devait pratiquer, etc. Voilà. Autonomie, auto, c'est moi. Nom, c'est celui qui connaît les lois qui gouvernent. Donc l'astronome, c'est celui qui connaît les lois qui gouvernent les astres. L'agronome, c'est celui qui connaît les lois qui gouvernent l'agro. Et l'autonome, c'est celui qui connaît les lois qui me gouvernent moi-même. Voilà. Donc c'est ça l'autonomie, mais c'est une autonomie qui est nécessairement et inévitablement en interdépendance et non pas de manière asociale. Et nous avons une expression dans notre association qui est lucide et tranquille. Et à propos d'autonomie, je vous rementionne notre session de 3 jours de réflexion sur l'autonomie du 22 au 25 août et je vous invite à prendre un petit flyer là tout à l'heure. Oui, bonjour. Moi, en fait, je suis très interpellée par ce que vous dites. Mais moi, voilà, je suis issue d'un milieu paysan, ouvrier. Et je me rappelle que petite, aller à l'école, pour moi, c'était ma respiration. Ça m'a apporté une ouverture d'esprit que je n'aurais jamais pu acquérir autrement. Dans le milieu où j'étais, j'avais des parents aimants, mais qui n'étaient pas à même de pouvoir m'apporter tout ça. Et l'école, pour moi, a été vraiment une source d'apprentissage, mais essentielle. Je pleurais quand il y avait les vacances scolaires, voilà. Donc, je suis une maman qui a été formatée par l'école, formatée, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a pris un immense plaisir à aller à l'école. Et je me suis retrouvée maman de 2 enfants précoces qui souffrent à l'école. Donc, je me suis retrouvée dans cette ambivalence de tester l'école à la maison, mais je travaillais, c'était pas possible. Et du coup, je dois, avec en plus une pression du père de mes enfants et de la famille, pour lesquels c'était juste inconcevable, et je me retrouve avec mon individu qui a tellement aimé l'école, en même temps maman de 2 enfants que je dois essayer d'élever en les respectant dans leurs différences. Et je me retrouve un peu prise au piège là-dedans. Voilà. Et je trouve qu'il est très difficile aujourd'hui d'essayer d'amener mes enfants à rester dans ce système scolaire parce qu'on ne peut pas faire autrement, tout en leur montrant que plus ça va et plus je me rends compte que ce n'est pas bon pour eux. Voilà. J'ai jamais dit que le système scolaire n'était pas bon ou n'était pas bien. Moi, je pense qu'il y a des gens qui apprécient le système scolaire, les tyrans notamment, les dominateurs aussi. Par conséquent, il faut de tout pour faire un monde, mais ce monde, c'est nous qui le construisons. Et je préférerais un monde où il n'y ait pas des gens qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi et qui essaient de m'imposer ce qui, selon eux, est bon pour moi. Voilà. Mais en réalité, c'est jamais ce qui est bon pour moi. C'est ce qui est bon pour eux, bien sûr. Si l'exploitation de l'homme par l'homme existe, c'est bien parce que ceux qui exploitent savent que c'est bon pour eux. Sinon, ils ne le feraient pas. Maintenant que les situations soient difficiles, j'en conviens, et je suis tout à fait d'accord que dans certains cas, très très limités, mais ils existent. Il vaut mieux que les enfants soient à l'école qu'à la maison, c'est-à-dire il vaut mieux qu'ils soient dans une prison un peu moins dure qu'une prison plus dure. Ça, je l'ai dit en commençant, hein.
J'ai dit, je préfère une prison agréable à une prison pourrie. On est bien d'accord. Donc, effectivement, parfois, il vaut mieux qu'il soit à l'école qu'à la maison. Oui, à la maison. Vous aviez évoqué à un moment de pouvoir remplacer l'éducation par des antennes et j'aurais aimé si vous pouviez développer un peu plus là-dessus et éventuellement s'il y a des moyens de s'en prémunir. Voilà. Merci. Alors c'est ce qui se pratique généralement jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'ai vu pendant 50 et quelques années. Je remplace une éducation par une éducation différente, meilleure. Voilà. Chaque fois que je remplace, je n'ai rien modifié. Quand je remplace, je fais perdurer la structure. C'est une question de structure, ce n'est pas une question de manière. Or, toutes les questions qui sont posées à l'éducation, ce sont des questions qui portent soit sur la manière, soit sur à quoi éduquer, à quoi conduire et de quelle manière conduire. Et là, je peux vous dire qu'il y en a des quantités. J'ai réfléchi un moment sur la diversité des éducations et je me rends compte que c'est incalculable. On n'arrive pas c'est impossible de pouvoir dire le nombre de méthodes pédagogiques qui existent. Et là, encore une fois, si je tape méthode plus pédagogie, plus pédagogique sur Google, j'obtiens des milliers de réponses. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que si je prends un cas particulier comme la pédagogie freinée ou la pédagogie Montessori, j'ai rien contre, ou la pédagogie de l'an 3000, enfin, ou la pédagogie positive, c'est que en réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je ne peux pas aller au marché et acheter 1 kilo de pédagogie positive. C'est toujours, ou de pédagogie freinée, c'est toujours incarné par un être humain. Et donc il y a autant de pédagogie freinée que de pédagogie positive qu'il y a d'êtres humains. Et comme il y a à peu près 800 000 enseignants dans l'éducation nationale, il y a 800 000 méthodes qui sont différentes. Donc la diversité est immense des méthodes, mais cette diversité... Alors dans le tas, il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Encore une fois, ce n'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi faudrait-il que quelqu'un me conduise ? Et pourquoi moi, en tant qu'éducateur, j'accepte de conduire un autre ? Bonjour. J'ai pas vraiment de questions à poser. Simplement, je voulais, sans prétention, juste essayer de contribuer peut-être un petit peu à ce débat. C'est des questions à laquelle je vois que tout le monde réfléchit beaucoup, qui provoquent beaucoup de peur, d'angoisse et de frustration, parce qu'on est dans un système, comme on l'a tous dit, dans lequel on est, de toute façon, dans lequel on évolue, dans lequel les enfants qu'on veut avoir ou qu'on a déjà vont évoluer. Mais le débat qu'on a eu ce matin m'a amené quelques réflexions que je voulais partager avec vous simplement. Je pense à 2 personnes, je pense à mon père et à Marc Aurèle, et au bouddhisme. En fait, Marc Aurèle nous disait que il avait une prière à laquelle je pense assez souvent, c'est « Mon Dieu, donne-moi, je crois, la force de changer ce que je peux changer, donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, et donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux ». Je pense qu'on est un petit peu au cœur de ce débat-là, c'est-à-dire que le système éducatif actuel, c'est sûr, il n'est pas parfait, c'est sûr, il nous fait souffrir, il est fait pour certaines choses négatives, mais on y voit aussi beaucoup de gens qui essaient de contribuer pour nos enfants, et moi je connais moi-même des instituteurs qui font de belles choses dans ce système, entre guillemets, je vais utiliser un mot choquant, un petit peu pourri à la base. Et on peut aussi se rappeler que nos enfants peuvent, comme le disait la dame tout à l'heure, trouver quelque chose d'heureux là-dedans. Y trouver des relations, y puiser un savoir comme dans un livre qui est immense, qui est mal fait, mal écrit, mais dans lequel des mots quand même vont leur parler. Et gardons à l'esprit que nos enfants peuvent piocher là-dedans et qu'à côté de tout ça,
on est quand même tous des parents qui pouvons leur amener, à côté de l'école, du réconfort dans cette masse de choses à apprendre, du réconfort dans des discussions qu'on peut avoir avec eux sur ce qu'est la vie, du réconfort dans leur laisser la liberté, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'apprendre par eux-mêmes. Je vois beaucoup d'amis à moi, quand ils viennent à la maison chez moi, j'habite à la campagne, dès que les gamins sortent de la voiture, ne cours pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand ils viennent seuls chez moi, je leur dis, fais ce que tu veux. Et la dernière phrase que je voulais partager, c'est celle que disait mon père, c'est les études, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Donc pour désangoisser, n'oublions pas que les enfants ont leur propre cerveau et qu'ils piocheront des choses là-dedans de toute façon bonnes pour eux, et n'ayons pas la peur de croire qu'ils n'arriveront rien à en faire. De toute façon, ils sont dans ce système comme nous, et je pense qu'ils en feront quelque chose avec notre aide. La scolarisation s'étend, elle va au-delà des enfants, puisque les familles sont mises à contribution également. Et j'ai découvert que le marché du soutien scolaire correspond à 2 milliards d'euros par an. Donc ça suppose qu'il y a une certaine angoisse là-dessus, et cette angoisse, elle est cultivée, et cette angoisse, elle est, à mon avis, pas nécessaire, mais elle est nécessaire pour certaines personnes, et notamment les dirigeants. Ceux qui nous dirigent ont besoin que nous soyons angoissés, que nous ayons peur. Sinon, ils ne peuvent plus nous gouverner. Si nous sommes autonomes, quelqu'un d'autonome est ingouvernable, c'est difficile. Voilà, donc je ne sais pas Enfin, moi j'ai passé 50 ans à vouloir repeindre les écoles d'une jolie couleur. Je pense qu'il y a je l'ai fait de bonne foi, donc je pense qu'il y a des gens qui continuent à le faire. Je ne le fais plus. Je me dis que je suis plus utile ailleurs qu'à essayer de réconforter mes enfants qui souffrent à l'école. Voilà. Maintenant, parce que pendant 50 ans, je n'ai pas pensé comme ça. Bonjour, moi j'ai une question en fait, je suis séparée et du coup, moi je donne une certaine éducation à ma fille, son père en donne une autre par justement la domination et par la peur et la crainte. Du coup, elle est ultra désorientée par rapport à ça. Parce que quand je la récupère, elle a beaucoup de colère, de haine, etc. Et du coup, elle me dit « mais papa, il fait ça, ou ceci ou cela ». Et c'est vrai que c'est très compliqué à chaque fois de recadrer, de dire qu'ici on communique, qu'on est dans le respect mutuel, qu'on est dans la bienveillance. Ça, c'est vrai que c'est quand même une grosse problématique. Et aussi par l'école, où du coup, moi je suis beaucoup dans la bienveillance. Et que là-bas, ah oui, la tata, elle nous a tirés, ou elle nous a parlé comme ci, ou elle nous a parlé comme ça, parce que malheureusement, forcément, qu'il y en a qui n'ont pas les bonnes bases, que ce soit dans les tatas, les professeurs, etc., et qui sont dans le système très rigide ou punitif, ou etc. Et du coup, je sais que, elle en souffre, je le vois, je m'en aperçois, et voilà. Quand je suis face à cette situation, personnellement, ce serait que de moi, elle n'irait plus à l'école. Mais étant séparée, etc., c'est très compliqué. Donc du coup, est-ce que vous avez une idée sur ça ? J'ai des idées à peu près sur tout, mais je ne suis pas sûr que mes idées puissent vous être utiles. Et je pense que vous expérimentez, quand je dis vous, c'est un vous collectif, c'est moi aussi. J'expérimente moi-même ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Voilà, donc si je sens que c'est pas juste, c'est que c'est pas juste. Et si je sens que ça me convient, c'est que ça me convient. Je n'ai pas d'autre réponse à faire sur ce sujet. Je ne peux pas décider de la vie de quelqu'un d'autre. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'essaie de vivre au mieux en fonction des situations qui sont ce qu'elles sont. C'est déjà pas mal, vous savez.
quelques précisions sur l'école, puisque j'ai l'impression de dire du mal de l'école. Je ne dis pas du mal, je décris. Hein. L'école est supposée faire apprendre à lire, à écrire et à compter. Au CM1, c'est-à-dire en fin de CM1, une enquête internationale a montré qu'à la fin du CM1, les élèves qui comprennent ce qu'ils lisent sont 4%. Les élèves qui atteignent, une autre enquête, les élèves qui atteignent le niveau avancé en maths, 2%. Les élèves qui atteignent le niveau avancé en sciences, 2%. Bon, on comprend bien que ces 2%-là ou ces 4%-là n'ont pas appris à l'école. Ils l'ont appris en dehors de l'école, certainement de par leur origine familiale. Et ensuite, la principale production de l'école, c'est en fait les 96% de non-lecteurs, les 98% d'enfants qui n'atteignent pas le niveau avancé en mathématiques et les 98% qui n'atteignent pas le niveau avancé en sciences. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. Alors le ministère a trouvé bien sûr la solution. Est-ce que ça vous intéresse? C'est de casser le thermomètre qui affiche des résultats aussi calamiteux. Et donc le Conseil national supérieur de l'évaluation scolaire a été bien sûr, qui était indépendant, et remplacé dans la nouvelle loi Blanquer, on n'arrête pas le progrès, par un Conseil national de l'évaluation qui est composé de 14 membres, dont 10 sont choisis par le ministre, plus 4 parlementaires. Donc on peut supposer que 2 parlementaires, enfin un député et un sénateur seront de la majorité présidentielle, gouvernementale, et 2 seront probablement de l'opposition. Donc ce qui fait que sur 14 membres, il y en a 12 qui sont de la couleur politique du ministre et du gouvernement. Donc avec ça, on va pouvoir avoir des résultats satisfaisants. Bonjour. Bonjour, j'ai l'impression en fait que quand on s'intéresse à ce que vous faites, à ce que fait André Stern ou Clara Bellard, petit à petit, tous les contre-arguments tombent d'eux-mêmes. La peur de la désocialisation, tous les obstacles qu'il y aurait à la déscolarisation. Et qu'en fait, la dernière question qui reste, c'est comment est-ce que je vais réorganiser mon temps pour que ça soit possible pour mes enfants. Et bah, c'est une impression, je ne sais pas ce que vous allez en penser au vu de l'expérience que vous avez là-dessus, mais c'est pour ça que c'est parfois un peu déstabilisant ou que ça fait peur. C'est qu'en fait, ça va demander un gros investissement pour que l'adulte qui veut faire ce choix-là puisse le rendre possible pour ses enfants. C'est plutôt ça en fait. Et c'est ce côté très responsabilisant de votre démarche qui fait peur un peu, ou qui est déstabilisante, je trouve. Je souhaite ne pas vous déstabiliser. Et ce que je peux dire, c'est que tout simplement, je fais ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que toute ma vie, depuis que je suis né, je fais ce que je crois juste de faire. Est-ce qu'à un seul moment, je me suis dit, ça, c'est pas juste et je vais le faire? Ben non. J'ai toujours fait ce que j'ai cru juste de faire. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Je fais ce que je crois juste de faire. C'est simple. La seule chose qui va changer, c'est que ce que je trouve juste à 10 ans, c'est pas ce que je trouve juste à 20 ans, c'est pas ce que je trouve juste à 40 ans, c'est pas ce que je trouve juste à 70 ans, etc. Donc en fait, la question, c'est seulement ça. C'est pas comment je dois faire. Je fais ce que je crois juste de faire.
Simplement, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est cette réflexion-là qui est intéressante. Et c'est la seule, en fait, à faire. Parce qu'après, tout le reste coule de source, se fait tout seul. Je n'ai pas à forcer. Mais le point initial, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou est-ce que c'est quelque chose... ou même si j'ai choisi librement de vouloir ça, je peux me poser la question, qu'est-ce qui m'a formaté à vouloir librement cela? Voilà. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est la seule question que je peux me poser. Et à partir de là, je n'ai rien à faire. Je fais ce que j'ai toujours fait, je fais ce que je crois juste de faire. C'est vraiment d'une simplicité enfantine, c'est le cas de le dire. Bonjour, je suis là. Je voulais un petit peu changer la direction du débat vers une autre question qui me semble proche, c'est-à-dire le choix du milieu dans lequel on va vivre et dans lequel nos enfants vont vivre, parce que certes, on n'a pas envie d'éduquer, mais on a envie, forcément en tant que parents, je pense, de transmettre des valeurs. Et si nous-mêmes, on ne les vit pas, si nous-mêmes, on ne choisit pas les gens qui nous entourent, est-ce que c'est des gens qui vont être dans l'éducation justement ou pas, ou est-ce qu'il y aura beaucoup de technologie ou pas, enfin, toutes ces questions que les gens vont se poser, est-ce que tu pourrais partager ce que tu as vu parmi les familles qui n'éduquaient pas leurs enfants? Et est-ce qu'ils ont eu ce moment de réflexion où, mais où est-ce qu'on va vivre? Le choix du milieu, est-ce que tu as vu ça? C'est effectivement un choix personnel. Certains choisissent de se retirer un petit peu. Je pense à Léandre Bergeron au Québec, là, qui s'est installé dans une ferme. Mais de toute façon, il est en relation aussi avec... je ne suis jamais tout seul. Hein, simplement, je peux effectivement choisir le milieu dans lequel je vis. Et contrairement à ce que tu as l'air de penser, c'est tout à fait dans la discussion ici. Parce que ce qui est fondamental, c'est le milieu. Hein, c'est pas la personne. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le début. Enfin, c'est ce que j'ai cru expliquer en tout cas. C'est que ce qui est déterminant, c'est le milieu. Pourquoi dans des familles de musiciens, en général, les enfants apprennent à jouer d'un instrument? Parce que ils sont entourés de ça. Dans des familles de lettrés où il y a beaucoup de lecteurs, ils sont lecteurs. Tous ceux qui ont appris à lire, je pense à Sartre notamment, il avait la bibliothèque du grand-père, il y avait des livres partout. Je veux dire, pourquoi j'apprends à parler telle langue plutôt qu'une autre? Parce qu'autour de moi, on parle cette langue plutôt qu'une autre. Donc c'est le milieu, effectivement, qui est déterminant. Et pour vous montrer que j'ai rien contre les pédagogues, je vais en citer un, il s'appelle Makarenko, et qui disait, bien que pédagogue, il disait quand même, un enfant est malade, soignez le milieu. Et je pense qu'ici, c'est un peu aussi ce que, de manière plus vaste, on dit aussi et on pratique. Voilà. C'est en fait tout ce qui entoure qui fait ce que je suis. Je suis le produit d'un milieu, je suis le produit des éducations, je suis le produit d'une histoire personnelle. La seule question qui se pose, c'est que jusqu'à quand je vais être la victime passive de ce qu'on a fait de moi. Voilà. Donc, la nouvelle question pour moi qui est déterminante, c'est qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Et non, voilà. Bonjour. Je suis un peu touché par tout ce que vous dites, comme beaucoup de gens qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas, donc à la limite, c'est pas très grave et important. Votre réflexion est très profonde. Vous avez acquis une mentalité depuis 50 ans d'expérience et de réflexion qui ont été utiles, forcément, pour parvenir à cette réflexion profonde.
J'ai l'impression que les questions-réponses tournent un peu en rond des fois, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution apportée, profonde elle-même. Et je pense qu'il faudrait débattre de ça ici même. Du coup, voilà, c'est à moitié une réflexion et une question que je vais vous poser. En tout cas, vous êtes fascinant et je pense que vous faites peur un peu aux gens en partie par le fait que vous dites que l'éducation est un chaos, que nous vivons dans une prison à ciel ouvert, ce qui est complètement vrai, je pense. Du coup, quelle solution pour reconstruire une civilisation nouvelle qui s'auto-instruit et évolue dans la bienveillance tout en évoluant intrinsèquement par elle-même? Quelle solution concrètement on va trouver, quoi? Parce que de ce chaos social et éducatif, une évolution se fera de toute façon, car je pense que c'est par la souffrance que l'on évolue, car tout ça est obligé de se produire pour qu'on évolue finalement. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez concrètement, quoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Ce n'est que mon impression, avec humilité. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et votre réflexion très puissante et profonde qui sont très inspirantes et vous dégagez une grande liberté de par toutes ces paroles, quoi. Merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, après chacun fait comme qu'il pense. En ce qui me concerne, je continue ce que j'ai fait depuis que je suis né, c'est-à-dire je fais ce que je crois juste de faire. Voilà. Et j'ai la prétention, mais c'est une prétention et je manque d'humilité, de penser que c'est un peu, puisque moi je le pense et que je le pratique, j'ai l'idée que d'autres font aussi pareil, que depuis qu'ils sont nés, ils font ce qu'ils croient juste de faire. Voilà. Donc si je fais ce qui est juste de faire, il suffit simplement que je réfléchisse sur ce qui est juste. Et dès lors que j'ai cette idée de ce qui est juste pour moi, mais je ne suis pas tout seul, donc ce qui est juste pour moi est juste aussi pour tout ce qui m'entoure, sinon ça ne peut pas être juste pour moi. Donc une fois que j'ai réfléchi sur ce qui est juste, je n'ai rien à faire puisque je fais ce que je considère comme juste. C'est quelque chose de vraiment très simple. Je ne remplace pas un tyran par un autre, je ne remplace pas une éducation par une autre. C'est généralement ce que je fais. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne remplace pas quelque chose par autre chose. Je fais simplement ce que je crois juste. Et donc, je ne remplace pas non plus une idéologie par une autre. Je fais tout simplement ce que j'ai toujours fait et que que personne n'a besoin de me dire que je dois faire ce qu'il est juste de faire pour moi. Voilà, je le fais spontanément. Simplement, je dois réfléchir et c'est pour ça que c'est un peu notre méthode aussi, c'est que nous pensons que les comportements découlent des représentations que nous avons et découlent de notre expérience, de notre histoire personnelle, ou que je porte le regard. Tout a été conçu dans un esprit, tout a été idée d'abord. Il n'y a rien qui n'ait pas été une idée au préalable. Donc la source, c'est l'idée. Et c'est au plan des idées que nous travaillons parce que nous pensons que c'est ces idées-là, ces représentations qui génèrent des comportements, mais qui sont ceci ou cela. Mais le problème, ce n'est pas le comportement. Le problème, c'est l'idée qui a généré ce comportement. Et c'est pour ça que notre préoccupation, c'est l'éducation, parce que l'éducation, c'est une matrice, c'est-à-dire dans les deux sens du terme, c'est-à-dire c'est ce qui me fait éclore avec un certain nombre de caractéristiques, et notamment cette caractéristique qui est qu'il y a un éducateur qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc lorsque je grandis là-dedans, la seule possibilité qui me reste, c'est de rendre cette relation aussi supportable et aussi agréable que possible. Mais lorsque je réfléchis qu'en fait, cette situation-là n'a pas toujours existé, n'existe pas toujours à la surface de la Terre, et 3, même là où elle existe, il y a des gens, il y a des personnes qui se passent de cette relation, ça peut me libérer pour me dire je peux vivre autrement. Bien sûr que je peux vivre autrement, évidemment. Mais la question, c'est pas le comment. Le comment, il vient tout seul. La question, c'est est-ce que je suis sûr de ce qui est juste pour moi. Si ce que je fais n'est pas juste pour moi, j'arrête de le faire, en principe, non ?
il me semble. Et si je trouve que c'est juste, ben je continue à le faire. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est ça, c'est simplement considérer si ce que je fais est juste pour moi. Et c'est pour ça aussi que nous ne nous adressons pas aux personnes avec des enfants, bien évidemment, mais aux personnes qui ont été éduquées. Et qu'on ait des enfants ou pas, ça ne change rien. Sauf que lorsque j'ai des enfants, je réactive mes souvenirs d'éduquer, de moi-même enfant et des modèles de mes parents. Je les réactive, mais je n'ai pas besoin d'avoir des enfants pour être sensible à ce genre de réflexion. Simplement, c'est le point initial. Et le point initial, vous remarquez que ce n'est pas l'enfant, mais ce sont les adultes qui sont autour des enfants, parce qu'ils sont le milieu dans lequel l'enfant va apprendre à vivre. Et il va apprendre à vivre comme on vit dans cette socioculture-là. Et cette socioculture-là, c'est moi. C'est moi. C'est ma manière de vivre. Oui. Merci, merci pour votre travail. Alors d'abord, petite question dérisoire. Vous avez donc mis 50 ans pour arrêter de repeindre les murs et remettre en question, du moins arriver à votre réflexion. Est-ce qu'il vous tarde les 50 ans à venir pour remettre en question ce que vous êtes en train d'affirmer aujourd'hui? Voilà, donc petite question dérisoire. Seconde question, le modèle que vous présentez, enfin si on peut s'agir de modèle, en tout cas la réflexion que vous posez est super intéressante parce qu'elle est quand même tout à fait diamétralement alternative à ce qu'on a vécu. Ensuite, il y a des points sur lesquels j'aimerais que vous développiez un petit peu plus. Par exemple, je n'ai pas très bien compris où se situait, quel était l'espace entre le fait d'éduquer, c'est-à-dire d'être conduit par quelqu'un d'autre, et le fait d'apprendre, imbiber dans le milieu dans lequel on est. Voilà, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en fait, lorsque l'on apprend de ses pairs, ou lorsque l'on apprend de son expérience, on ne fait jamais que reproduire du même, à quelque chose près évidemment, parce qu'on est chacun des individus. Et l'intéressant dans le fait d'éduquer, c'était justement d'aller à la rencontre d'alternatives. Je ne parle pas là de l'école publique et de modalités, hein. Je reviens aux définitions que vous donniez au départ. Et je ne trouve pas ça forcément mal, effectivement, de sortir de son propre milieu ou de sortir de son environnement pour apprendre à l'extérieur. Donc, oui, je reviens à ça parce que, pour reprendre l'expérience de la dame, là, qui disait qu'elle avait appris à sortir de son milieu, finalement, pour qu'il y ait une petite étincelle dans la tête. Je crois qu'il y a... oui, enfin bon. Bon, voilà, il y a ça. Oui. Ensuite, il y a l'idée, pour revenir au film, de voir tous ces gens qui effectivement sont bons paysans, qui ont les yeux illuminés, clairs et les sourires joyeux, etc. Et qui donc peuvent transmettre une forme d'enseignement par la répétition, en tout cas parce qu'on les voit faire et être heureux. Bon, ils sont eux-mêmes, ces sociétés sont elles-mêmes inscrites dans des hiérarchies de castes, que l'on ne remet pas en question, justement peut-être, parce qu'on n'est éduqué que dans son propre milieu. Enfin, je veux dire que le modèle que vous proposez, enfin le modèle, vous allez me reprendre là-dessus, donc il faut... Mais la voie, en tout cas, que vous proposez peut aussi être réfléchie dans ce sens, c'est-à-dire... être éduqué, c'est aussi apprendre à remettre en question, on va dire. Voilà, je crois que c'est ça. Être éduqué, c'est aussi apprendre à remettre en question ses propres conditionnements. Et on ne le fait pas tout seul, ça non plus. Alors, j'apprends. J'ai deux manières pour apprendre. J'apprends par l'expérience et j'apprends par imitation. C'est-à-dire, je regarde les autres faire et j'imite. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer.
j'apprends de mon milieu, en ce sens que j'apprends des expériences favorables ou défavorables que j'ai dans mon milieu, et j'apprends aussi par imitation en regardant comment les autres vivent, comment les autres parlent, comment ils s'expriment, comment, etc. Donc j'apprends de mon milieu. Donc j'apprends seul, ça c'est sûr. Personne ne peut apprendre à ma place et je ne peux pas apprendre à la place d'un autre. Donc j'apprends seul, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être discuté. Et, alors c'est bien, et j'apprends des autres, bien sûr, j'apprends du milieu. Et dans ce milieu, il y a les autres. Et dans les autres, il y a ceux qui savent des choses que moi, je ne sais pas. Donc, lorsque j'ai besoin j'ai un problème informatique, j'essaie de bidouiller un petit moment, et puis au bout d'un moment, je n'y arrive pas, je vais chercher quelqu'un qui sait, bien évidemment. Mais ce n'est pas du tout la situation de l'éducateur qui va, je vais t'éduquer à la liberté, je vais t'éduquer à, je ne sais pas, c'est plus de l'éducation. Je peux pas il y a une contradiction dans éduquer à la liberté ou éduquer à autre chose. C'est cette question, c'est ça qui peut être questionné. Hein, c'est pourquoi qu'est-ce qui me pousse moi à vouloir le bien d'un autre? C'est quand même important. Et au nom du bien d'un autre, c'est pour ça aussi que on est obligé d'ajouter pour ton bien, parce que c'est tellement insupportable de dire à un autre comment il doit se comporter, que je suis obligé d'ajouter c'est pour son bien, c'est pour ton bien. Je vous recommande au passage Alice Miller, le livre C'est pour ton bien, bien sûr, qui analyse très bien cette situation. Voilà, donc je sais plus, je ne crois pas avoir répondu à votre question, mais en partie certainement, probablement. Une dernière question. La question sera plutôt un témoignage, si vous le permettez. J'ai été, non pas éduqué, mais accompagné par mes grands-parents, qui m'ont apporté une certaine confiance en moi. Et cette confiance en moi s'est concrétisée de la façon suivante. J'avais des facilités scolaires, mais je me suis ennuyé au collège, je me suis ennuyé au lycée. Et quand je voyais les différentes possibilités qui s'offraient à moi en termes d'éducation ou de diplôme, je ne trouvais pas ma voie. Donc pour pouvoir accomplir ce que je souhaitais, je me suis présenté au bac et j'ai volontairement évité d'aller à une des épreuves pour être sûr de ne pas avoir eu mon bac. Et effectivement, j'ai réussi à ne pas avoir mon bac et je crois que c'est la chose qui m'a rendu le plus service dans ma vie, parce que j'ai pu après apprendre ce que j'avais envie d'apprendre et réaliser, que ce soit personnellement ou alors dans le cadre de ma profession ou de ma famille, les choses qui pour moi comptaient et qui m'ont permis d'avoir une vie qui m'a apporté énormément de points positifs. Et je pense qu'on est tous créateurs de notre propre réalité. Oui. C'est un peu long à expliquer, mais je vous renvoie donc sur des séquences vidéo. Voilà, si vous voulez, la question fondamentale que j'ai essayé de poser ici, c'est la distinction entre des éducations alternatives et une alternative à l'éducation. C'est quelque chose qui est plutôt difficile à imaginer, mais ça vaut le coup d'y penser. Voilà. Et si encore une fois, si vous avez besoin de matériel pour vous aider à penser, nous en avons. Venez vous renseigner ici. Et je vous invite notamment à participer à 3 jours de réflexion sur Autonome en interdépendance du 22 au 25 août. Voilà. Merci.